Paul Walker refusait d'épouser la mère de sa fille, enchaînait les aventures et, selon sa propre famille, fréquentait plusieurs femmes à la fois sans jamais rien officialiser. Pourtant, l'ironie du destin frappe fort. En secret, il avait versé 3,5 millions de dollars à des associations, s'était rendu en Haïti avec du matériel médical et avait même offert une bague de fiançailles à 9 000 $ à un couple de vétérans en détresse. Cet homme, incapable de s'engager dans une seule relation, s'était juré de sauver des vies. Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Certaines révélations sur Paul Walker vont complètement changer l'image que vous avez de lui. Derrière le héros adoré du public se cachait peut-être un homme bien plus sombre qu'on ne l'aurait cru. Paul Walker est né le 12 septembre 1973 à Glendale, en Californie, avec un peu plus de 3 kilos. Son père était contremaître dans le bâtiment, gagnant environ 45 000 $ par an, et sa mère avait défilé sur les podiums de Los Angeles dans les années 60. Il vivait dans une petite maison de 110 mètres carrés à Glen Oaks Canyon, élevant Paul et ses 4 frères et sœurs avec des moyens modestes et une vie simple. À seulement 4 ans, Paul tombe amoureux de l'océan, lors d'un camping en famille à la plage de Leo Carrillo. Il ne voulait plus quitter le sable. Ce voyage a tout changé pour lui. Chaque mois, les Walker retournaient au bord de la mer, économisant 50 $ à chaque fois, juste parce qu'il voyait à quel point cela le rendait heureux. 2 ans plus tard, tout a basculé. Un agent l'a repéré alors qu'il faisait une crise de colère dans un magasin Toys R Us à Glendale. 2 semaines après, il tournait dans une publicité pour Pampers. Le contrat rapportait 5 000 $, soit près de 27 000 aujourd'hui, et a tout déclenché. À 10 ans, il avait déjà fait plus de 200 pubs et gagné 180 000 $ pour sa famille. La loi californienne n'a posé d'épargner que 15% de ses revenus. Le reste a servi à rembourser leur maison. C'était irréel, mais pour les Walker, c'était la survie, déguisée en célébrité. Puis sont venues les séries. À 10 ans, Paul décroche un rôle dans Les Feux de l'amour. Il gagnait 1 500 $ par épisode, en jouant le fils adoptif d'une star du rock. Mais derrière les caméras, sa vie s'effondrait. Le mariage de ses parents craquait sous le poids des disputes d'argent et des désaccords sur les carrières. Ils ont divorcé en 1985. Son père est parti. Paul est resté avec sa mère et ses frères et sœurs dans un petit appartement sur Riverside Drive, loué 675 $ par mois. Il manquait des journées de tournage. L'équipe voyait son sourire s'éteindre. Le même mois où son personnage a disparu de la série, le divorce a été finalisé. Au lycée, Paul a mis sa carrière en pause. En 1987, il s'est inscrit à la Village Christian School et a arrêté de tourner pendant 3 ans. Il s'est passionné pour la biologie marine, passé ses pauses à disséquer des calmars et a décroché la 3e place d'une compétition de surf junior avec une note de 8,7. Dans son album de fin d'année, il a écrit « Je préfère sauver un phoque que signer un autographe ». Personne ne savait qu'il avait déjà postulé à 5 postes de garde forestier. Des emplois payés environ 28 800 $ par an. Pas de tapis rouge, juste des récifs et des plages tranquilles. Après son diplôme en 1991, Paul a travaillé chez Domino's, livrant des pizzas avec la vieille Honda de sa mère, pour environ 340 $ par semaine. Mais d'autres opportunités se sont présentées. Il a posé pour Timbit et a fait une séance photo pour GQ intitulée « California Boys », qui lui a rapporté 2 500 $. Cet été-là, une tempête a frappé Zuma Beach. Paul a quand même pris sa planche, affrontant des vagues de plus de 3 mètres. Une baïne l'a entraîné à plus de 180 mètres du rivage. Il a failli se noyer. Un sauveteur l'a repêché après 7 longues minutes terrifiantes. Paul a perdu connaissance. À son réveil, crachant l'eau de mer, il n'était pas effrayé, il était fasciné. 2 semaines plus tard, il passait sa certification de plongée. Sa première descente, 18 mètres, au large de l'île Catalina. Cet automne-là, il s'est inscrit à l'Université d'État de Long Beach. La biologie marine restait son rêve, mais l'argent et Hollywood l'attiraient toujours. Il a continué à poser pour des catalogues, gagnant environ 800 $ par contrat, tout en gardant ses manuels de biologie, même après avoir abandonné ses études en 1993. Des années plus tard sur les tournages, il les feuilletait encore entre 2 scènes. En secret, il a commencé à s'entraîner au jiu-jitsu brésilien en 2004, se levant à 6 h du matin 3 fois par semaine. Pas d'histoire de tapis rouge, juste des tatamis, des bleus et une discipline que personne ne voyait. Puis Disney l'a appelé. En 1998,
Paul a joué dans Meet the Diddles pour 150 000 $. Le film a fait un flop, mais Paul, toujours prêt à prendre des risques, a tenu à faire lui-même ses cascades en jet ski et a failli se casser la cheville pendant une scène. L'assurance a paniqué. Lui, il a haussé les épaules. Un an plus tard, dans Varsity Blues, il incarnait le quarterback remplaçant. Son accent ne collait pas du tout. Le réalisateur détestait ça. Alors Paul disparaissait le week-end, traînait dans les lycées du Texas, enregistrait des ados parler et payait un coach en diction 50 $ de l'heure. Il a fini par le maîtriser. Personne ne savait qu'il n'avait jamais joué au football américain avant ce tournage. En 2000, les choses ont pris une tournure plus sombre. Il a tenu le rôle principal dans The Skulls, un thriller sur les sociétés secrètes. Pour préparer son rôle, Paul a interrogé de vrais membres de fraternités étudiantes et a découvert des histoires tordues, des simulacres de noyade, de la torture par le sommeil, des abus psychologiques. Il a pris tout cela très à cœur, surtout pendant la scène d'initiation dans la piscine. Il a refusé d'avoir une doublure, a exigé d'être vraiment immergé. Chaque prise le laissait tremblant, à bout de souffle. Mais il disait que c'était plus authentique ainsi. Pour Black Hawk Down, il s'est entraîné pendant 4 semaines à Fort Benning. La plupart des acteurs ont abandonné pendant les exercices de 48 heures sans sommeil. Pas lui. Il a marché dans le désert marocain, avec près de 30 kilos de matériel, sous plus de 43 degrés. Il a perdu 5 kilos pendant la préparation. Des années plus tard, ces mêmes réflexes de survie referont surface. Pas sur un tournage, mais en Haïti. En 2001, Fast and Furious a tout changé. Son rôle d'agent infiltré Brian O'Connor a permis au film de rapporter plus de 207 millions de $ dans le monde. Il n'a gagné qu'1 million pour ce premier film. Le même montant pour la suite. Mais quand la franchise a explosé, son salaire aussi. 7 millions en 2009, puis 15 millions pour chacun des 3 films suivants. Et pourtant, au lieu de dépenser ça dans des yachts ou des villas, Paul a financé la recherche sur les requins, a discrètement fait des dons à la protection marine, sans jamais en parler. Il ne courait pas après la gloire. Il cherchait un sens. En 2010, il a rejoint une équipe de National Geographic pour marquer des grands requins blancs au large du Mexique. Rien de scénarisé. Il hissait des bêtes de près d'1 tonne dans des harnais, prélevait du sang, installait des balises électroniques, tout en essayant de les garder en vie. Il adorait ça. Il disait souvent « Il y a plus d'extraterrestres dans l'océan que dans l'espace ». Et il le pensait vraiment. En 2003, Paul Walker est passé en tête d'affiche, sans Vin Diesel, dans 2 Fast 2 Furious. Le monde entier voulait voir si Brian O'Connor pouvait porter un film à lui seul. La réponse a été rapide. 236,4 millions de $ au box-office mondial. Mais ce n'était pas que les chiffres qui allaient vite. Le réalisateur John Singleton ne voulait pas seulement des poursuites spectaculaires. Il voulait du réalisme, de la sueur et de la technique. Walker a été poussé à s'entraîner au jiu-jitsu brésilien avec Ricardo Franginha Miller. Et ce n'était pas juste pour le décor. Dans les scènes d'interrogatoire, on le voyait. De vrais mouvements, pas de la chorégraphie vide. Il s'entraînait à la Paragon Academy depuis 2001 et a fini par obtenir sa ceinture marron. La scène de poursuite sur l'autoroute, pas uniquement des effets de caméra. Walker a réellement atteint près de 190 km/h pendant certaines prises. Il a même participé au réglage technique de la célèbre Nissan Skyline GT-R R34. Quand on voyait Brian déraper dans un virage ou plaquer un suspect, c'était vraiment Walker, animé par la passion, la précision et la puissance pure. 2 ans plus tard, la mer est devenue son terrain de jeu, avec Into the Blue. Jared Cole, ce n'était pas juste un personnage. C'était Paul qui retrouvait son obsession d'enfance pour le monde marin. Pour se préparer, il a suivi une formation avancée de plongée sous-marine, puis a effectué plus de 130 plongées pendant le tournage aux Bahamas. Il ne jouait pas quand il nommait les espèces de corail, ou plongeait en apnée à 18 mètres, retenant son souffle plus de 2 minutes. Tout était vrai, comme la complicité avec sa partenaire Jessica Alba. Ils ont réalisé près de la moitié de leurs scènes sous-marines sans doublure. Et quand les caméras s'arrêtaient, Paul, lui, continuait. Il participait au nettoyage de plage, collaborait avec des biologistes locaux et a investi 20 000 $ de sa poche dans la restauration des coraux. Chaque image de lui nageant dans les eaux turquoises semblait authentique, parce qu'elle l'était. Il ne jouait pas un plongeur, il en est devenu un. Puis est arrivé Tokyo Drift.
Et même si Walker n'en était pas la vedette, son empreinte était partout. 2 jours, c'est tout ce qu'il a passé sur le tournage pour son apparition surprise. Mais en coulisses, il guidait toujours la franchise. Entre les appels avec le réalisateur Justin Lin et les conseils techniques sur les suspensions, il a contribué à rendre le film plus authentique. Il a insisté pour faire venir de vraies Nissan Silvia S15 du Japon, même si elles étaient illégales aux États-Unis, et a fait appel à ses contacts dans les garages japonais pour y parvenir. Il a même relu une partie du scénario pour s'assurer que le personnage de Brian O'Connor reste cohérent pour les prochains films. Et son cachet pour ce caméo? Il l'a discrètement reversé au secours d'urgence. Tokyo Drift a rapporté 158,5 millions de dollars. Et, grâce à Walker, a permis à la saga de continuer à tourner, même en son absence. Peu après, 8 en dessous lui a offert un tout autre partenaire, Des chiens de traîneau. Inspiré d'une expédition réelle en Antarctique en 1958, ce film ne parlait pas de vitesse, mais de loyauté, de survie et de force tranquille. Avant le tournage, Walker s'est entraîné avec les Huskies pendant 3 mois, refusant d'avoir une doublure pour les scènes avec les animaux. Il a tellement noué de liens avec eux qu'il en a adopté 2, Ty et Miska, qu'il a ramenés en Californie. Plus tard, il a fait un don de 47 000 $ à l'organisation de l'Iditarod et a payé anonymement des soins vétérinaires pour des chiens de traîneau âgés, un geste révélé seulement après sa mort. Sur le plateau en Alaska, les températures tombaient à moins de 40 degrés. Et pendant que les autres couraient se réfugier dans les caravanes chauffées, Walker restait dehors aux côtés des chiens. Quand l'un d'eux a eu des engelures, c'est lui qui a payé les soins d'urgence. Le film a rapporté 120,5 millions de dollars, mais son véritable héritage résidait dans le lien entre un homme et sa meute silencieuse, couverte de givre. Puis est venu The Death and Life of Bobby Z, un thriller brut sorti en 2007, avec 12 millions de budget et sans la sécurité d'une grande franchise. Walker y incarnait Tim Kermé, un ancien marine plongé dans un monde d'identités confondues et de bagarres de prison. C'était devenu son terrain de jeu, un univers dépouillé, sans effet, où son entraînement aux arts martiaux pouvait briller. Il pratiquait le jiu-jitsu brésilien depuis 6 ans et intégrait ce savoir dans chaque scène. Dans une séquence de combat, il a même conseillé Lawrence Fishburne sur les techniques de prise, pour que chaque mouvement paraisse réel. Walker ne voulait pas du spectaculaire, il voulait du vrai. Il surfait aussi ses propres vagues, réalisant toutes les scènes de planche lui-même malgré le petit budget. Le film n'a rapporté que 6,4 millions au cinéma, mais cela ne le dérangeait pas. Ce n'était plus une question de box-office, c'était une question d'art, de dépassement, de vérité au milieu du chaos. En 2006, son travail hors caméra était tout aussi intense. Always Evolving n'était pas un slogan, c'était un vrai garage, cofondé avec Roger Rodas. Derrière ce nom se cachait un atelier de rêve, avec plus de 30 voitures, des Ferrari, des Mustang, des Porsche, et une collection de Skyline qui faisait saliver les fans. Une Boss 302 de 1970, une BMW M1, même une rare Volvo P1800. Il ne se contentait pas de les posséder, il les modifiait, les testait, les réglait lui-même. Matt Farah avait visité la collection et gardé le secret jusqu'à la mort de Walker. Après l'accident de 2013, des batailles juridiques ont éclaté sur la propriété des voitures, son père affirmant que Paul en possédait la majorité. Ce garage, c'était plus qu'une entreprise. C'était un refuge, un laboratoire, une extension de lui-même. Il n'achetait pas des voitures pour frimer, il les achetait pour se sentir vivant. Puis vint Fast and Furious en 2009, le grand retour. Sorti le 3 avril, le film a explosé les attentes avec 72,5 millions de dollars dès le premier week-end, dépassant à lui seul les recettes totales de Tokyo Drift aux États-Unis. Il a terminé à 360,4 millions dans le monde, un record pour la saga à l'époque. Les critiques étaient partagées, mais le public, lui, s'en moquait. Il venait pour les voitures, les cascades, l'énergie, et pour Brian O'Connor. Walker avait retrouvé sa veste du FBI, traversant 240 voitures spécialement préparées pour une intrigue plus émotive et plus humaine. Ce n'était plus seulement une histoire de vitesse, c'était une histoire de vengeance, de confiance et de liens profonds avec Dom Toretto. Et au cœur de tout cela, Walker, les mains sûres sur le volant, toujours tourné vers l'avant.
Même dans des films comme Takers en 2010, il ne se reposait jamais. En incarnant un braqueur élégant, Walker s'est plongé dans l'univers des cambriolages de fourgons blindés, avec une précision et une assurance calculées. Les critiques n'ont pas été tendres. Certains disaient qu'il récitait son texte. Mais Walker, lui, restait impassible. Il ne cherchait pas à être un grand comédien. Il montrait simplement une autre facette. Le braquage central, d'un montant de 25 millions de dollars, était fluide, stylisé et tendu. Et avec chaque course sur les toits, chaque coup de feu, il prouvait qu'en dehors de l'univers Fast, il savait encore vous tenir en haleine. Fast Five a tout changé pour Paul Walker. Le film a démarré avec 86,2 millions de dollars aux États-Unis et a fini par en rapporter plus de 626 millions dans le monde. Pour la première fois, il n'était plus seulement le beau flic aux voitures rapides. Il devenait le cerveau d'un braquage international, dévalant les rues de Rio, avec une équipe qui ressemblait plus à une famille qu'à une bande de criminels. Et il ne trichait pas sur la partie physique. En coulisses, Paul gagnait discrètement sa ceinture marron de jiu-jitsu brésilien, s'entraînant avec Ricardo Franginha Miller en Californie. Il prenait ça très au sérieux, du genre à s'entraîner sur les tatamis le matin et à tourner l'après-midi. Cette discipline se ressentait dans ses scènes de combat, dans sa façon de bouger. On le voyait. Forbes l'a même classé 6e acteur le plus rentable de 2013. C'est dire l'ampleur de Fast Five. Puis il a pris un virage plus risqué avec Vehicle 19. Paul est passé des plateaux hollywoodiens aux rues de Johannesburg, en Afrique du Sud, pour un thriller de 95 minutes à petit budget, où il restait presque tout le temps au volant. Il apparaissait dans quasiment chaque plan, conduisait dans de vrais lieux, réalisait ses propres cascades, allant jusqu'à percuter une vitrine de supermarché. Pas de grosses équipes, pas de filet de sécurité. Il voulait du brut. Il était aussi producteur exécutif, impliqué du début à la fin. Le réalisateur, Mukunda Michael Deuel, disait que tourner là-bas leur donnait une liberté qu'Hollywood n'aurait jamais permise. Paul ne cherchait pas un autre cachet. Il cherchait du contrôle, il cherchait un défi. Puis est venu Hours. Pas de voiture, pas d'explosion, juste un père coincé dans un hôpital inondé, de la Nouvelle-Orléans pendant l'ouragan Katrina, tournant à la main un respirateur pour maintenir en vie sa fille prématurée. Paul était dans chaque scène. Pas de pause, pas de glamour, juste des journées longues, des plans exigeants et beaucoup d'émotions. Il confiait en interview que c'était le rôle le plus difficile de sa carrière, plus que tous les autres. Le film a été présenté au festival South by Southwest en mars 2013. Il est sorti en salle le 13 décembre. Paul ne l'a jamais vu. Il est mort 2 semaines plus tôt, le 30 novembre. Fast and Furious 6 a ensuite déferlé comme une tempête, rapportant 789 millions dans le monde, dont près de 240 millions aux États-Unis. Mais pour Paul, l'argent n'était plus la priorité. Son personnage, Brian, devenait père. Et lui aussi. En 2011, Paul a accueilli sa fille Meadow pour vivre avec lui en Californie, à plein temps. Ce changement profond se ressentait dans son jeu. En coulisses, il donnait à Vin Diesel des conseils de papa, lui disant de couper le cordon lui-même à la naissance. Ce sera le plus beau jour de votre vie. Il est même devenu le parrain des enfants de Diesel. Ce n'était plus un rôle, c'était la vraie vie qui transparaissait à l'écran. Puis l'impensable est arrivé. Paul est parti. En plein tournage de Fast and Furious 7, tout s'est arrêté. Quand la production a repris, il ne s'agissait plus seulement de finir le film, mais de lui rendre hommage. Ses frères, Cody et Caleb, ont pris le relais. Ils n'étaient pas acteurs. Ils ne cherchaient pas à l'être. Mais avec l'aide de coachs, de la capture de mouvement et d'un éclairage minutieux, ils ont porté la présence de Paul jusqu'au bout. Les effets visuels de Weta Digital, le studio de Peter Jackson, ont recréé numériquement son visage dans les scènes inachevées. Le montage final n'était pas qu'un adieu dans le film, c'était un adieu à l'homme lui-même. Et le public l'a ressenti. Furious 7 a rapporté 1,15 milliard de dollars, atteignant le milliard en seulement 17 jours. Paul n'a pas seulement laissé un film derrière lui, il a laissé l'un des adieux les plus émouvants de l'histoire du cinéma. Mais derrière la gloire et les chiffres, quelque chose de plus discret continuait de le définir. Le jiu-jitsu brésilien. Il avait commencé en 2004, à 31 ans. À cet âge, la plupart ralentissent. Lui, non. Il s'entraînait dur, pas pour suivre une mode, mais parce que ça l'ancrerait.
Son instructeur, Ricardo Miller, lui avait dit qu'il n'aurait aucun passe-droit, aucune ceinture noire de célébrité. Paul avait souri et répondu « Alors, je l'aurai dans mon cercueil ». Et c'est ce qui s'est passé. Après sa mort, Miller lui a remis sa ceinture noire à titre posthume, la présentant à son père lors de la cérémonie. Cette ceinture, ce n'était pas juste un morceau de tissu. C'était 10 ans de sueur, de brûlure de tatami et d'humilité. Il était la star d'action aux yeux bleus que tout le monde admirait, le cœur d'une franchise à plusieurs milliards, l'homme parfait en apparence. Mais derrière le charme et le sourire californien, se cachait une vie privée bien plus trouble. En 2006, Paul Walker, alors âgé de 33 ans, a commencé discrètement une relation avec Jasmine Pilchard Gosnell. Elle en avait 16. Ils sont restés discrets, vivant ensemble à Santa Barbara, pendant que le monde ne voyait que ses succès au box-office. La loi californienne l'autorisait, mais les rumeurs, elles, ne se sont jamais tues. 17 ans d'écart, c'est le genre de détail que les gens n'oublient pas. Et quand Paul est mort dans cet accident, le 30 novembre 2013, juste avant son événement caritatif, c'est Jasmine qui a annoncé la nouvelle à sa fille Meadow. Mais Jasmine n'était pas la seule adolescente dans le passé de Walker. En 2001, il aurait déjà eu une relation avec Aubriana Atwell, qui avait elle aussi 16 ans quand leur histoire a commencé. Certains affirment qu'ils ont vécu ensemble à Santa Monica et à Santa Barbara. D'autres rappellent des photos de la même année, le montrant avec une autre compagne, Bliss Ellis, devant un hôtel à New York. Les chronologies ne coïncident pas vraiment, et Internet continue de spéculer sur d'autres relations similaires, surtout pendant sa montée en célébrité à la fin des années 90. Rien n'a jamais été prouvé, mais ces histoires ont terni une partie de son héritage. Malgré plusieurs relations longues, Paul Walker ne s'est jamais marié. La fois où il s'en est le plus approché, c'était avec Rebecca Soteros. Ils avaient une vingtaine d'années quand elle est tombée enceinte en 1998. Sa mère voulait qu'il se range, mais Paul n'en avait pas envie. Il le reconnaissait lui-même. Il n'était pas prêt. Il faisait encore la fête, enchaînait les conquêtes, même parmi les amis de Rebecca. Leur fille Meadow est née en novembre de cette année-là, et Rebecca est partie vivre à Hawaï pour l'élever seule, tandis que Paul restait en Californie. Des années plus tard, en 2011, Meadow est venu vivre à plein temps chez son père. On aurait dit qu'il avait enfin trouvé son rôle, qu'il apprenait enfin à être un vrai père. Quand il est mort en 2013, Internet s'est enflammé de théories. Certains parlaient d'un complot gouvernemental, d'autres accusaient les Illuminati, des ex-jalouses, voire d'autres acteurs. Certains allaient jusqu'à dire qu'il avait simulé sa mort pour entrer dans un programme de protection de témoins. Mais l'enquête officielle racontait une histoire plus simple. Lui et son ami Roger Rodas roulaient entre 130 et 150 km/h dans une zone limitée à 70, quand leur Porsche Carrera GT a percuté un lampadaire et des arbres. Les pneus avaient plus de 9 ans. Ils sont morts sur le coup. C'était brutal, mais pas un complot. Son refus de l'engagement avait des racines plus profondes que le simple mode de vie hollywoodien. Ses parents avaient eu une relation compliquée. Sa mère, Cheryl, était mannequin. Son père, ancien boxeur et entrepreneur en canalisation. Après 30 années mouvementées, ils se sont séparés discrètement vers 2002, alors que Paul avait 29 ans. Les papiers de divorce sont arrivés plus tard, mais les dégâts étaient faits. Ses proches disaient que ça l'avait marqué à vie. Même s'il avait grandi dans une famille chrétienne stricte, avec des repas de famille et de grandes attentes, Paul n'a jamais trouvé la stabilité. Ce chaos est devenu une sorte de modèle qu'il n'a jamais su briser. Il disait lui-même qu'il ne voulait pas être attaché, ni émotionnellement, ni publiquement. Dans le documentaire « I Am Paul Walker », ses amis et sa famille ont tout raconté. Il sortait avec plusieurs femmes à la fois, sans jamais mettre d'étiquette. Même dans ses relations sérieuses, il gardait d'autres femmes proches. Ce n'était pas un manque de respect, disait-il. C'était juste lui. Il n'était pas fait pour le modèle classique. Il ne voulait pas de projecteur sur sa vie amoureuse. Il voulait être sur un bateau, dans la jungle, sous l'eau avec les requins, disparaître de la célébrité dès qu'il le pouvait. Mais il y avait une autre facette de lui, celle dont les tabloïds ne parlaient pas. En 2010, voyant les ravages du séisme en Haïti, il n'a pas attendu les galas de charité. Il a payé son billet d'avion, embarqué des tronçonneuses et du matériel médical et s'est envolé avec une équipe de secouristes et d'ingénieurs. Pas d'équipe de presse, pas d'assistants, juste de l'action. Cette année-là, il a fondé Reach Out Worldwide,
une organisation de secours d'urgence indépendante des dons de célébrités. Il a participé lui-même à plus de 15 missions avant sa mort, toujours en première ligne, sans caméra. En 2011, il est arrivé à Tuscaloosa, en Alabama, après une tornade EF4 qui avait tout détruit. Personne ne l'a reconnu au début. Pendant 3 jours, il a bâti des abris et dégagé des décombres. Quand les journalistes ont fini par le trouver, il a refusé de passer à l'écran. À la place, il a sorti 15 000 $ de sa poche pour racheter des matériaux quand les stocks se sont épuisés. En partant, il n'a rien dit. Il a juste laissé un mot. Des années plus tôt, en 2004, il avait surpris un jeune couple cherchant une bague de fiançailles. Le fiancé, un vétéran rentré d'Irak, avait choisi une bague modeste avant de quitter la boutique. Paul a attendu leur départ, a acheté celle qu'il voulait vraiment, une bague à 9 000 $, et a demandé au bijoutier de leur dire qu'elle était en promotion. Ils n'ont découvert la vérité que 9 ans plus tard, après sa mort. Et ce n'était pas un cas isolé. Il avait secrètement donné plus de 3,5 millions de $ à la protection des océans, participé à des expéditions de marquage de requins avec National Geographic et plongé sans cage avec des grands blancs. L'un d'eux, une femelle de plus de 4 mètres, il l'avait surnommé Meadow. Son dernier message, envoyé 38 minutes avant sa mort, parlait encore d'aide humanitaire. Il partait à un événement caritatif pour les victimes du typhon Haiyan. Il avait chargé 500 kits de secours dans sa voiture. Il avait écrit à son cofondateur de Reach Out Worldwide. « Hâte d'aider. On apporte de quoi soutenir 500 familles. On fait une vraie différence. » Il n'est jamais arrivé. Son garage, lui aussi, était devenu une légende. Always Evolving, l'atelier qu'il partageait avec Roger Rodas, abritait des dizaines de voitures de performance. Après le crash, des batailles juridiques ont éclaté sur leur propriété. Son père a réclamé 1,8 million de $ de véhicules. Finalement, Meadow a obtenu un accord de 10,1 millions. Le garage a fermé peu après, dans le silence. Puis il y a eu les ventes aux enchères. En 2020, 21 de ces voitures ont été vendues pour 2,33 millions chez Barrett-Jackson. Une rare BMW M3 Lightweight de 1995, blanche alpine, est partie à 385 000 $. Sa Nissan 370Z personnalisée de Fast Five a dépassé les 105 000. Et en 2023, sa mythique Skyline R34 GTR de Fast and Furious 4 a été vendue à Bruxelles pour 1 357 000, devenant la Skyline la plus chère de l'histoire. Meadow a hérité de l'intégralité de son patrimoine, estimé à 25 millions de $. Elle n'avait que 15 ans à l'époque, et sa grand-mère est devenue sa tutrice. En 2015, elle a fondé la Paul Walker Foundation. Elle soutient la protection marine, l'environnement et la jeunesse. Pour ce qui aurait été le 52e anniversaire de Paul, elle a lancé un t-shirt en édition limitée pour les 10 ans de la fondation. Chaque dollar est allé à la cause. Le documentaire I Am Paul Walker, diffusé en 2018, a levé le voile sur qui il était vraiment. Imparfait, impulsif, généreux et tourmenté. Un homme qui pouvait s'emporter, se tromper, mais qui n'a jamais cessé d'essayer de devenir meilleur. On y voyait des images de lui marquant des requins, riant avec sa fille, se cherchant lui-même. Son frère Cody a poursuivi Reach Out Worldwide. Depuis, l'équipe a répondu à des catastrophes partout dans le monde, du Népal à l'Alabama, de la Californie aux Philippines. Lors de sa première mission, Cody a aidé à soigner 400 personnes en seulement 96 heures. Et Meadow, aujourd'hui mannequin et philanthrope, perpétue l'héritage de son père, pas par les mots, mais par les actes, exactement comme lui. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.